Nous sommes jeudi 19 juillet 2018. Merci de votre fidélité à la télévision nationale. L'émission c'est bien 5 sur 7 matin et comme tous les jeudis, nous parlons politique au plan international. Ce jour, nous abordons notamment la Cour pénale internationale avec cette question qui vous est posée. Quel bilan faites-vous de l'action de la Cour pénale internationale? Quel bilan faites-vous de l'action de la Cour pénale internationale? Une question à laquelle vous pourrez répondre via nos divers canaux de communication sur notre page Facebook, le compte Twitter ou encore sur notre numéro WhatsApp, c'est le 61 19 88 88, le 61 19 88 88. Et puis, déjà à la première heure, nous en avons parlé avec Clément Capochichi de la Cour pénale internationale, 20 ans d'application des statuts de Rome. Nous revenons dans le débat pour en parler notamment avec Gédéon Vegba qui est la journaliste à la Radio Nationale. Bonjour Gédéon. Bonjour Ricardo, bonjour Serge et bonjour à tous les téléspectateurs. Mais avant d'aborder ce sujet ayant trait donc aux 20 ans d'application des statuts de Rome de la Cour pénale internationale, il y a eu ce 18 juillet, Clément Capochichi, s'il était encore en vie, il aurait eu 100 ans. Il s'agit bien du grand homme, du grand combattant Nelson Mandela. Quelle image retenez-vous de cet homme-là? Merci beaucoup de revenir sur le 18 juillet, le Nelson Mandela Day. C'est une fierté. Nous avons une référence, nous avons une icône. Nous avons quelqu'un que l'Afrique a perdu au moment où, normalement, ses conseils devaient aider surtout les dirigeants. Grâce à Nelson Mandela, l'Afrique du Sud a une constitution qui ne fait pas dans la dentelle entre le simple citoyen et le dirigeant. C'est le pays où nous avons vu que des présidents ont été destitués avant la fin de leur mandat pour corruption, qui sont poursuivis, qu'on les a obligés à rembourser des deniers publics, distraits. Je crois que le 18 juillet également, et ça c'est important de le noter, depuis 2016, et puis une deuxième fois, les Nations Unies ont voulu que cette journée aussi soit une journée pour se souvenir de tous ceux qui sont en prison, justement ou injustement, et des personnes qui s'occupent d'eux. Il y a les règles Nelson Mandela qui ont été établies et qui permettent de s'occuper de la condition de vie carcérale. Et donc, pour cette journée, non seulement j'ai une pensée pour toutes ces personnes, Nelson Mandela a fait 27 ans en prison, absolument. Et je crois sincèrement que c'est les conditions dans lesquelles il a été gardé, le droit à la dignité, le droit à la dignité qui a permis qu'il soit, 27 ans après, président de la République. Nelson Mandela dit que ce n'est pas la façon dont nous traitons les gens simples qui compte, mais c'est la façon dont nous traitons ceux qui sont emprisonnés, ceux qui ont été jugés. La prison est un lieu, et c'est ce que je garde de cette journée en mémoire de ce grand homme, la prison est un lieu où vous apprenez à vous repentir pour le meilleur. Et généralement, je m'amuse à dire que de la présidence à la prison, on peut se retrouver de la prison à la présidence. Et donc, il s'agit sur ce parcours de prendre des dispositions pour que le droit à la dignité soit respecté, le droit à une vie carcérale humanisée soit respecté. Et c'est ce que je retiens de cette journée. Nelson Mandela dit quelque chose que je n'ai jamais oublié, qui est au fronton de ma porte lorsqu'on rentre dans mon bureau. Il dit « Ne craignez pas de grandir. Votre manque de grandeur ne sait pas l'humanité. » C'est ce que je retiens. Ah oui. Merci, c'est une merci phrase beaucoup. Très forte. Évidemment. Alors, Gédéon Vegba, Mandela, quel héritage politique est-ce qu'on peut garder? Quel exemple demeure-t-il pour les chefs d'État africains en réalité aujourd'hui? Mon vis-à-vis a commencé par l'évoquer. Je pense que je vais aller dans son sens. Et Nelson Mandela, c'est la tolérance, c'est la paix, c'est le pardon. Et c'est un héritage politique très lourd qu'il a laissé à l'Afrique du Sud et à l'Afrique tout entière, pour être plus précis.
Je pense qu'aujourd'hui, comme il a dit, l'Afrique du Sud aujourd'hui, c'est un pays qui, quoi qu'on dise, fascine à travers son mode de fonctionnement et ses institutions qui sont très fortes. Aujourd'hui, on a des institutions très fortes en Afrique du Sud, comme il a dit, des institutions qui sont capables de destituer, de pousser à la sortie un président de la République. On l'a vu avec Zuma, on l'a vu avec Thabo Mbeki. Ouais. Et puis, on a un parti politique qu'il a laissé aujourd'hui qui, depuis près d'un quart de siècle, est toujours présent sur la scène sud-africaine. Je dirais un parti dominant, pratiquement. Même si le parti a perdu du terrain ces dernières années, ça reste le premier parti politique en Afrique du Sud, l'ANC, je vais parler de l'ANC. Donc c'est un héritage très, très lourd qu'il a laissé, un héritage politique très lourd qu'il a laissé à l'Afrique du Sud et à l'Afrique tout entière. Quand on prend certains pays en Afrique australe, comme le Botswana, la Tanzanie, même si aujourd'hui l'actuel président tanzanien est en train de laisser tomber cet héritage. Je pense que quand vous prenez ces pays, c'est des pays qui se sont inspirés du modèle sud-africain. Le Botswana, aujourd'hui, la tendance est régulière, les présidents se changent, et puis les institutions fonctionnent. La Tanzanie, c'est la même chose, même si avec John Magufuli, ce n'est plus le cas, mais c'est tellement aujourd'hui. D'autres pays encore qui se sont inspirés. En Afrique sud-saharienne, ici, il y a quand même des pays comme le Bénin. On peut citer tous les pays, mais le Bénin est un exemple en matière de démocratie, d'alternance et autres. Donc je pense qu'il a envoyé un message très fort, même si dans sa globalité, l'Afrique n'a pas porté cet héritage comme on l'aurait souhaité dans une, comment je vais dire, certaines mesures. On a pu quand même observer que ça a fait école quelque part et que certains s'inspirent ou du moins vivent selon les prescriptions de Nelson Mandela. Clément Kapo-Chichi, vous pensez qu'aujourd'hui, les chefs d'État africains devraient aller à l'école de Nelson Mandela? Ils ne peuvent plus aller à l'école, mais ils peuvent s'inspirer de sa vie, de son parcours. C'est un exemple d'humilité, un exemple de respect du peuple qu'il a élu, mais également quelqu'un qui a eu le courage, alors qu'il pouvait rester à vie au pouvoir, qui a eu le courage de faire la place aux plus jeunes et les a accompagnés. Nelson Mandela reste un exemple pour la jeunesse. Il reste un exemple pour tout chef d'État, tout dirigeant qui veut rentrer dans l'histoire. Je pense que l'avenir d'un chef d'État, c'est dans le souvenir de son peuple. C'est dans le souvenir de son peuple, ça veut dire? Ça veut dire ce que nous disons aujourd'hui. Nous nous souvenons de Nelson Mandela. S'il avait été un mauvais dirigeant, on ne parlerait plus de lui. Votre avenir est dans le souvenir de votre peuple. Et si vous pensez à cela, vous agissez conformément à votre mandat. Et ceci est une transition toute trouvée pour aborder justement la question de la Cour pénale internationale. On rappelle qu'entre-temps, il nous a rejoint Eloge Ganaro. Bonjour Eloge. Bonjour Serge, bonjour Ricardo. Bienvenue. Merci. Alors, on avait commencé à l'évoquer, la Cour pénale internationale, avec vous, Clément Kapo-Chichi, ancien coordonnateur régional Afrique, je le rappelle bien sûr, de la Coalition mondiale pour la Cour pénale internationale. Alors, on avait prévu aborder maintenant les cas de ces chefs d'État poursuivis, notamment le cas Jean-Pierre Bemba, qui fait l'actualité actuellement. Qu'est-ce qu'il faut retenir finalement de ce cas précis? D'abord, il n'est pas chef d'État. Ah non, il avait été vice-président, c'est vrai. Oui, mais il a été poursuivi, non pas en tant que vice-président, il a été poursuivi en vertu de l'article 28 du statut de Rome qui parle de la responsabilité des chefs militaires et des autres supérieurs hiérarchiques. Il a été poursuivi en tant qu'ancien chef de guerre, c'est ça? Ouais. Il a été poursuivi pour la situation de la Centrafrique, alors qu'il est de la République démocratique du Congo. Ce qu'il faut retenir, c'est des dates. Vous vous souvenez, le mandat d'arrêt lancé le 10 juin 2008, procès, il a été condamné, reconnu coupable à 18 ans de prison le 21 mars 2016. Ses avocats ont fait appel. Ouais. Et 8 juin 2018, soit presque 10 ans, jour pour jour, il a été acquitté à l'unanimité par
les juges. Il a fait 18 ans. Hein. Il a fait 10 ans. 10 ans. 10 ans. Le temps a paru long, mais c'était nécessaire. Vous savez, dans le procès pénal, parfois les avocats jouent sur le temps, mais c'est toujours dans l'intérêt du présumé coupable ou du présumé auteur. Par rapport à Jean-Pierre Bemba, ce que je voulais signaler est de 2 points de vue. Premièrement, c'est la preuve de l'indépendance des juges, sans état d'âme. C'est la preuve de l'indépendance des juges. Vous savez, il y avait 5 juges d'appel. 2 étaient convaincus que Bemba est coupable. Et donc que la décision de la première instance devait être tout simplement confirmée. 2 n'étaient pas convaincus. Et 1 dit, bon ok, on reprend tout. On ne pouvait pas reprendre. Puisque, durant tout le procès, jamais Bemba n'a contesté le fait que ces soldats aient commis des crimes. Jamais. Il n'a contesté cela. Alors, qu'est-ce qui peut justifier cet acquittement, même si on sait que Fatou Bensouda, elle s'est presque énervée quand même lorsqu'elle a appris. Je disais que c'est la preuve de l'indépendance des juges. Le bureau du procureur est indépendant des juges. Madame Fatou Bensouda poursuit à charge. Elle a fait un travail sur cela. Elle a apporté des preuves, des milliers de preuves. Jean-Pierre Bemba n'a rien contesté par rapport à cela. Ce qui s'est passé, c'est par rapport à la notion de la responsabilité du chef. Comment? Oui. 2 juges ont dit, nous sommes convaincus. 2 ont dit, on n'est pas convaincus. Pourquoi? Nous ne sommes pas convaincus parce que nous avons vu qu'entre-temps, il a pris des dispositions, lorsqu'il a été informé, il a sanctionné, il a fait telle chose, etc. et tout. Et un autre dit, on reprend tout. Finalement, à l'unanimité, ils ont dit, OK, on le libère. Vous savez, le doute profite toujours à l'accusé. Oh, d'accord. D'accord. Alors, j'ai dit, dans ce cas précis de Jean-Pierre Bemba, pour vous, c'était un coup politique. Avant d'y arriver, je pense qu'il faut que je fasse une lecture globale de la Cour pénale internationale. Je pense que c'est une institution à polémique aujourd'hui. Vous en convenez avec moi. C'est vrai que la Cour a un caractère dissuasif pour les présidents qui développent des velléités que vous avez évoquées tout à l'heure. Aujourd'hui, les jugements de la Cour sont apolémiques. Vous êtes d'accord avec moi? La justice est presque inéquitable, selon plusieurs personnes, plusieurs observateurs. Et bon, je vais quand même apporter quelques éclairages. La signature de la charte, ou du moins du statut de Rome, et l'entrée en vigueur de la Cour, il y a deux dates, puisque c'est 1998 et 2002. La Cour pénale internationale est entrée en vigueur en 2002. De 2002 à aujourd'hui, depuis que la Cour a démarré ses travaux, beaucoup estiment que le champ d'action le plus en vue pour la Cour pénale internationale, c'est l'Afrique. C'est l'Afrique. C'est la première pomme de discorde pour les Africains, parce que d'ailleurs même, sur les 54 pays africains, il n'y a que 34 qui ont signé et ratifié le statut de Rome. Il n'y a que 34. Aujourd'hui, ils reviennent à 33. Ils sont 33. 33. Puisqu'il y a eu des départs. Il y a l'Afrique du Sud, et le Burundi et puis la Gambie. C'est vrai que je vais apporter des précisions. C'est vrai que la Gambie et le Burundi ne sont pas encore conformés. L'Afrique du Sud a accompli entièrement la procédure. Mais c'est un message très fort que ces pays envoient à la Cour pénale internationale. Parce que quand on voit les jugements qui sont rendus, franchement, c'est objet à polémique, comme je l'ai dit. Et si on veut parler du cas Bemba, l'agenda plutôt de la Cour pénale internationale et l'agenda politique en République démocratique du Congo, vraiment ça coïncide. Parce que quoi? On a observé que le président Kabila fait de l'entêtement, il ne veut pas céder le pouvoir, il veut partir, je veux dire. Il n'organise pas les élections. Et puis, patatras, on apprend que, bon, le procès Bemba est réouvert et que, bon, il a été acquitté. Donc vous pensez que c'est un coup politique? Laissez-moi finir mon analyse. On lui permet de retrouver sa famille à Liège, en Belgique. Et puis,
Au Congo, je crois 2 semaines ou 3 semaines après, on apprend que le président a pris un décret pour fixer le statut des anciens présidents. Et puis, après, on dit non, qu'il y a affaire de subornation de témoins qui est là et qui n'est pas encore élucidé, qui n'est pas tranché plutôt. Et on remet ça sur le tapis. On dit qu'il est encore condamné. Donc, moi, je trouve qu'il y a une manipulation là, parce qu'il y a trop de coïncidences. Quand on prend les élections au Congo, qui ne s'organisent pas depuis 2 ans, depuis 2016, on a laissé perdurer la chose jusqu'en 2018. Et puis, on dit c'est décembre 2018. Et c'est au cours de cette année, pendant 2018, vers la fin plutôt, du premier semestre de 2018, que cette décision d'acquittement est tombée. Et après, quand au Congo, on dit que le président a pris un décret pour fixer le statut des anciens présidents, on remet encore affaire de subornation sur place pour dire, bon, mon gars, tu retournes encore là-bas. Parce que ce pourquoi on t'a fait sortir, c'est déjà fini, on a tranché. Kabila veut partir, nous, on n'a plus besoin de toi. Je trouve qu'il y a trop de coïncidences dont la Coupe pénale internationale fait un jeu. C'est des coïncidences. C'est un agenda vraiment qui vous font douter de beaucoup de choses. Alors, Eloge Gandakho, sur le cas, disais-je, de Jean-Pierre Bemba, justement, qu'est-ce que vous pensez qu'il y a également qu'on joue un coup politique là aussi? Eh bien, vous savez, la polémique est toujours là. Ça continue, ça persiste. Et vous êtes d'accord avec moi que ça pose un véritable problème, comme il a dit. La Cour pénale internationale, oui. Bon, mais les faits sont là quand même, hein, vous permettez. Les faits sont là quand même, et comme il dit, hein, que les juges sont indépendants. Nous sommes tous d'accord que face à certaines réalités que nous avons vécues, le monde d'aujourd'hui, nous luttons tous pour un monde de paix, pour un monde de justice. Donc, un instrument comme la Cour pénale internationale, bon, c'est normal que ça soit la bienvenue, qu'on accueille une telle institution et qu'on ait l'espoir, la confiance que vraiment ceux qui continuent de commettre des crimes contre l'humanité, des crimes de guerre, ceux qui continuent de faire en sorte qu'il n'y a pas la paix dans le monde, cela puisse vraiment être interpellé, puisse être poursuivi, être puni. C'est l'espoir non seulement des Africains, mais ça devrait être l'espoir de la CPI sont à voilà, polémique. mais aujourd'hui, ça pose un véritable problème. Le cas de Jean-Pierre Bemba, ce n'est qu'un cas parmi tant d'autres, n'est-ce pas? Moi, je suis d'accord qu'on acquitte au bénéfice du doute. Et que les juges, comme il a dit, que cet acquittement soit une preuve de l'indépendance des juges. Mais si pendant le même temps, d'autres, on a comme l'impression que c'est une justice sélective. Vous êtes d'accord avec moi aujourd'hui que les guerres se poursuivent. Il y a des chefs d'État, on a la preuve que c'est des dictateurs. N'est-ce pas? On continue de tuer. Les affrontements, les guerres, les tueries massives. Est-ce que tous ceux-là sont interpellés? Il y a toujours des procédures en cours. Vous voyez ces chefs d'État qui sont là depuis des décennies, qui continuent de massacrer leur peuple, n'est-ce pas? Qui continuent de faire souffrir leur peuple. La répression continue d'être une réalité dans certaines contrées du monde, pendant que certains chefs de guerre, certains chefs d'État sont restés impunis. Ce n'est pas seulement en Afrique, mais ailleurs dans le monde. Donc, on ne peut que donner raison à ceux qui continuent de croire qu'il y a une justice sélective ou que cette Cour a beaucoup plus de fermeté ou de regard à l'endroit de certains chefs de guerre africains et chefs d'État africains, plutôt que ça soit un jugement, d'accord, au service de l'humanité, de la communauté internationale, et que d'autres, en dehors de l'Afrique, qui commettent ces crimes-là, soient aussi punis pour raison de justice. Alors, Clément, avant d'aller à vous, vous qui nous avez rejoint en temps aussi, Paul Emerico Adjovi, bonjour, soyez le bienvenu. Je voudrais demander à Clément, quelles sont les réponses que vous apportez sur la question, justement, de cette justice sélective? Ou bien, pour vous, elle ne l'est pas? Non, j'ai été clair à l'entame de nos discussions il y a quelques heures, en disant qu'il y a 3 mots de saisine de la Cour pénale internationale. 1. Les États parties saisissent la Cour. 2. Le Conseil de sécurité réfère la situation. 3e, Madame le procureur ou le procureur, de sa propre initiative, avec l'accord des juges, s'intéresse à une situation. Oui, mais même si c'est le cas, même si ce sont les États africains qui ont saisi, sur les 32 mandats d'arrêt émis par la CPI, tous concernent l'Afrique. Attendez. Ce
ce sont les dirigeants africains qui ont saisi la Cour pénale internationale et qui ont déféré les situations devant la Cour pénale internationale. Sauf dans le cas de la Libye et du Soudan, référés par le Conseil de sécurité, et dans le cas du Kenya et de la Côte d'Ivoire, où le procureur, de sa propre initiative, avec l'accord des juges, l'a fait parce que ces États eux-mêmes sont États partis. Pour le cas du Kenya, ils ont refusé de juger sur le sol. Et pour le cas de la Côte d'Ivoire, le président Laurent Gbagbo a fait une reconnaissance de la compétence de la Cour à durée indéterminée depuis 2004. Lorsqu'on me parle de décision apolémique, quelle décision apolémique? Je voudrais bien qu'on me cite une décision apolémique. Nous sommes dans un procès pénal où le droit de l'accusé doit être respecté, où les droits à la défense doivent être respectés, où les droits des victimes doivent être aussi respectés. Et ce qui est extraordinaire dans le cas Bemba, malgré la décision d'appel, la Cour pénale internationale, à travers le Fonds au profit des victimes, a décidé d'indemniser et d'assister les victimes centrafricaines. Je ne vois pas de décision apolémique. Ce n'est pas la première fois que la Cour acquitte quelqu'un. Oui, ça je vous le dis. Ce n'est pas non plus la première fois. Comment expliquez-vous cette coïncidence dont il a parlé? Non, vous voyez, le juriste que je suis, le chercheur en droit international que je suis, et l'ancien coordonnateur régional Afrique que je suis, est au courant d'assez de choses pour vous dire que je ne me meus pas, je ne rentre pas dans l'émotion, je ne rentre pas dans les suppositions, je regarde la justice. La justice, nous disons en droit que la loi est dure, mais c'est la loi. Et elle est manipulée, cette justice-là? Ça, c'est votre opinion. Moi, ce que je constate, c'est qu'il y a eu un procès qui a pris le temps qu'il a pris. D'accord? Il y a eu une décision de justice. Je fais partie des gens, et je suis passé sur ce plateau, applaudi. Je me rappelle, en 2016, la condamnation de ce monsieur. Bien sûr. Et 2 ans après, je suis là pour dire que la décision d'appel rentre dans le cadre du procès pénal et que je respecte la décision des juges parce que c'est la manifestation de l'indépendance des juges. D'accord. Je termine sur un point très important. Lorsqu'on me dit que les Africains sont ciblés, est-ce que vous savez que l'article 14 du statut de Rome donne la possibilité à tout État parti de référer une situation à la Cour pénale internationale? Ce n'est pas dit les situations de votre pays seul. C'est pas les... Aucun État africain... Oui, mais Clément, on sent quand même un acharnement à aller vite lorsque des questions concernent l'Afrique. Il y a quand même le cas de la Colombie, ça date de 2004. Et depuis 2004, dites-moi, qu'est-ce qui a avancé sur ce point précis de la chose? Quand vous dites qu'il y a une célérité... Oui, quand il s'agit de l'Afrique. Oui, est-ce que vous savez une chose? L'article 86 du statut de Rome dit que la Cour est soumise à la coopération des États. Pourquoi aujourd'hui la Cour a des problèmes en Côte d'Ivoire par rapport au camp de Simone Gbagbo? Vous n'en parlez pas. Pourquoi? Pourquoi la Cour a des problèmes en Côte d'Ivoire? Pourquoi on ne livre pas Simone Gbagbo? Tout simplement parce que la Cour est soumise à la bonne volonté des dirigeants. Vous citez Simone Gbagbo, ça c'est toujours le camp Gbagbo. Il n'y a pas que le camp Gbagbo dans ce ça, je voudrais vous rassurer qu'en Côte d'Ivoire, les juges ont étendu tout à 2002. Madame le procureur a estimé, le bureau du procureur a estimé qu'il fallait s'intéresser à 2011. Et ceux qui doivent vous livrer les gens, ce sont eux qui dirigent le pays. Nous avons eu ce cas au Kenya. Au Kenya, ce qui est extraordinaire, je vous le dis, c'est important de le souligner. Je suis d'accord. Même si j'ai des réserves par rapport aux méthodes de poursuite de Madame le procureur, au Kenya, le président actuel et son vice-président étaient de 2 camps différents. Ils se sont combattus. Tout à fait. On ne les a pas emprisonnés, puisque le Kenya a refusé de juger, envoyé à la Cour pénale internationale. On ne les a pas emprisonnés parce qu'ils se présentaient, ils coopéraient. Ils se sont mis ensemble pour gagner les élections. En tant que président et vice-président, ils disent maintenant stop. La Cour a dit non.
ce qui nous a permis d'avoir un premier chef d'État devant la Cour. Qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Toutes les preuves ont disparu. Je le dis avec toute la gravité qu'il faut. Et nous avons assisté en décembre 2014 au retrait des charges contre le président Uhuru Kenyatta. Ouais. Et en 2016, nous avons assisté à l'abandon des charges contre le vice-président. Ouais. C'est pour vous dire quoi? La Cour a estimé, et lorsque vous écoutez, donc, je ne travaille pas à la Cour, mais lorsque vous écoutez les responsables du bureau du procureur, ils vous disent l'erreur qui a été faite au Kenya, nous n'allons pas continuer ça. Attention. Vous Ailleurs. avez deux cas qui Attendez, m'intéressent. attendez. À plus de titres. Je termine à ce niveau. Je termine à ce niveau pour dire que vous ne pouvez pas comprendre les difficultés que la Cour pénale a à travailler sur des terrains où elle n'a pas de police, elle n'a pas un territoire, et l'avancée de ces enquêtes dépend de la bonne volonté des dirigeants politiques. C'est justement ça qui permet encore à ceux, si on peut les appeler les détracteurs de la Cour, à ceux qui parlent d'une justice à double vitesse. Vous ne semblez pas d'accord avec... Moi, je n'ai pas cette lecture par rapport aux décisions de la Cour. Parce que les gens qui disent souvent que la Cour est totalement orientée vers l'Afrique, je dis, mais pourquoi? Parce que vous voyez, presque toutes les affaires qui ont été déférées devant la Cour. C'est parce qu'en Afrique, on a beaucoup de dirigeants voyous. Et quand il y a des dirigeants... C'est vous qui le dites. C'est moi qui le dis, et je le dis avec la ferme gravité. Il y a beaucoup de dirigeants voyous en Afrique. Vous voyez ce qui se passe Vous n'en avez pas vu ailleurs? Écoutez, je parle du cas africain qui m'intéresse. Oui. Et je voudrais que chez moi en Afrique, là, qu'on soit clean, comme on le dit. Qu'on n'ait pas de dirigeants qui massacrent le peuple et que, ben, sachant que bon, demain, ils pourraient être poursuivis, et bien, décide le matin donc, de sortir du traité de Rome. C'est comme le cas de... Il y a des choses graves qui se passent en Europe. Il y a des choses graves. Moi, je ne suis pas européen, je suis africain et je vais défendre l'honneur de l'Afrique. Et par rapport à ça, je dis, il y a des gens qui sont voyous là. Il faut qu'ils sachent qu'un matin, on va pouvoir les interpeller. Moi, le cas africain me préoccupe. Qu'est-ce qui se passe en Amérique, qu'est-ce qui se passe en Europe, ce n'est pas mon problème. Mais le cas africain me préoccupe, moi, étant africain. Et je dis une fois encore, il y a beaucoup de dirigeants voyous en Afrique. D'accord. Et c'est justement ça qui fait que, évidemment, les décisions de la Cour sont orientées vers l'Afrique parce qu'il faudrait que les Africains puissent accepter, qu'on puisse dire à leurs dirigeants qu'il faut qu'ils commencent par se corriger. Et il y a cette célérité-là. Mais justement, la justice a sa méthode de travail. Évidemment, il n'est pas interdit, après qu'il y ait une décision de justice, de commenter. Ça, c'est notre opinion sur la décision de justice. Ouais. Mais la justice, elle est ce qu'elle est, comme il a dit, elle est due, mais elle reste la loi. Gédéon Wegba, il a évoqué deux cas qui vous intéressaient, le Kenya et la Côte d'Ivoire. Plus d'un titre. Plus d'un titre. Je pense que la situation Kenya, qu'il a évoquée tout à l'heure, quand on fait la genèse de cette affaire, vous avez parlé de William Ruto, je crois, hein, le vice-président. Le vice-président, oui. Mais c'était Moi Kibaki qui était à la base du début de l'affaire. Moi Kibaki, président sortant, a, comment je veux dire, voulu imposer son candidat. D'abord, avant Kenyatta, Uhuru Kenyatta, il y avait déjà un affrontement entre Moi Kibaki et Raila Odinga, avec plusieurs morts. Il n'y a pas eu de procès. Moi Kibaki a fait son mandat, après ce désordre, il a fini son mandat, et c'est quand Uhuru Kenyatta a voulu succéder à Moi Kibaki qu'on a encore observé le même affrontement. Mais jusqu'à aujourd'hui, Moi Kibaki n'est pas inquiété. Il est vivant, il est au Kenya. Maintenant, quand il s'est agi de William Ruto et Uhuru Kenyatta, la justice, la Cour pénale internationale s'est intéressée au dossier, s'est empressée. Non, il faut que je vous explique. C'est important que vous compreniez les choses. Vous parlez d'une situation, les élections post-électorales de 2008. 2008. D'accord. 2007-2008. Mais c'est ça qui a conduit Uhuru Kenyatta et Ruto devant la Cour pénale internationale. Parce que le Kenya, bien qu'il dispose d'une loi CPI, c'est-à-dire une loi de mise en œuvre du statut de Rome, s'est refusé à juger sur place. Et le Conseil de sécurité, madame le procureur en son temps au Campo, s'est saisi de cette affaire sur la base des preuves que les organisations de la société civile et tout le monde a envoyées. Et c'est dans ce cadre que Uhuru Kenyatta
et Ruto, qui étaient des deux camps opposés dont vous parlez, se sont retrouvés devant la Cour pénale internationale et ont participé aux investigations, répondaient aux rendez-vous. À un moment donné, les deux se sont mis ensemble et ont fait un ticket présidentiel. À partir de ce moment, ils ont été élus, ils ont dit à la Cour, maintenant attendez qu'on finisse notre mandat avant de continuer. La Cour a dit niet. Et c'est comme ça que nous avons eu cette décision historique d'un président en exercice qui s'est présenté devant la Cour pénale internationale pour dire « je réponds ». Ce qu'il a fait était louable. Et je dis avant eux, mais c'est il eux. y avait déjà Non, c'est eux. un précédent plus grave que ça. Le précédent, c'est eux les acteurs. Vous comprenez ce que je vous dis? Oui, mais c'est ce que je vous dis. Les deux n'étaient pas présidents. Les deux étaient membres des deux camps dont vous parlez. Et donc, c'est la même affaire qui a continué. À la différence qu'ils ont changé de statut. Moi, qui n'est pas inquiété. Non, mais je vous dis ceci. Il faut que vous compreniez quelque chose. Il y a la responsabilité du chef. Oui. Lorsqu'une situation se pose, on livre des gens ou c'est des gens qui sont reconnus. C'est une enquête interne au Kenya qui a livré le dossier là-bas. Pourquoi vous voulez... la Cour ne poursuit pas tout le monde. La Cour poursuit les plus hauts dirigeants convaincus. Oui, maintenant, de toutes les façons, est-ce que puisque vous saluez l'action du président kenyan à l'époque qui a accepté, qui s'est présenté, vous pensez qu'il l'aurait fait s'il n'avait pas de garantie qu'il ne serait pas gardé? Non, mais le problème, il était poursuivi déjà devant la Cour pénale internationale. Je suis d'accord avec vous. Mais maintenant, avec son statut de président, ça non, mais avec son statut de président... Pour vous, ça n'a pas changé les donnes, rien n'a changé. L'article 27 du statut de Rome parle du défaut de la pertinence de la qualité officielle. Alinéa 2, je vous le lis, pour que vous compreniez un peu ce que je suis en train de vous dire. Les immunités ou règles de procédure spéciales qui peuvent s'attacher à la qualité officielle d'une personne en vertu du droit interne ou du droit international n'empêchent pas la Cour d'exercer sa compétence à l'égard de cette personne. Il a démissionné momentanément de son poste de président, et c'est ce qu'il nous a dit, pour aller répondre, parce que s'il ne le faisait pas, un mandat d'arrêt allait être lancé contre lui. Il était libre parce qu'il donnait des garanties à la Cour qu'on n'avait pas besoin de le garder en prison. Ouais, d'accord. D'accord, on vous aura compris. On vous laisse continuer. Non, je ne suis pas complètement convaincu par le développement de mon frère et de mon ami vis-à-vis. Et je pense qu'il y a une justice inéquitable. Ça, il faut le constater. C'est votre opinion. Non, c'est inéquitable. C'est votre opinion. Je vous le conseille. Mais il y a beaucoup de gens qui le reconnaissent quand même. Oui, mais parce qui que parlent beaucoup, de cette sélectivité. Non, mais vous savez le problème. Même si vous vous rappelez, le 17 juillet dernier, c'est le président nigérian, Muhammadu Buhari, qui a porté la voix des Africains. Ça n'est pas anodin non plus. Mais quoi que font les Africains pour que l'article 1er du statut de Rome l'Afrique a ce problème de ne pas ériger les juridictions que font les Africains pour que le droit à la justice, le droit à la réparation soit effectif sur le continent africain? La réponse qu'ils nous ont voulu donner, c'est de transformer la Cour africaine en cour de justice. Mais ils ont mis un article 46 bis qui dit que pendant qu'ils sont en exercice, on ne les touche pas. Lorsqu'on vous nomme chef d'État, ce n'est pas pour tuer votre population. Le problème qui se pose aujourd'hui en Afrique, c'est en fait, les Africains ne sont pas contre la Cour. Et je continue de le dire. Ce sont les dirigeants qui, inquiets de leur destin judiciaire, s'élèvent contre la Cour pénale internationale, mais qui, dans le même temps, livrent des personnes à la Cour pénale internationale. Il a suffi que la Cour s'intéresse. C'est pour ça que je saluais à l'entame de mes propos le caractère dissuasif de la Cour pénale internationale. Je dis c'est très bon. Ça permet à certains de se calmer parce qu'ils savent qu'il y a un instrument, il y a une institution qui est là, qui va Maintenant, on nous demande, lorsque nous ratifions le statut de Rome, de domestiquer le statut de Rome. Le Bénin a attendu 16 ans pour le faire. On vient de le faire avec le code pénal. 16 ans. 16 ans pour le faire. C'est-à-dire que pendant ces 16 années, aux dirigeants africains, puisque en même temps, le Kenya l'a fait, l'Afrique du Sud l'a fait. Mais entre l'adoption de la loi de mise en conformité avec le statut de Rome
et la mise en œuvre effective. Le cas sud-africain est là. Il a refusé d'arrêter le président Bachir. Il a décidé de se retirer. Il a fallu une institution indépendante, la Cour suprême, pour dire stop, respectez ce que vous avez prévu. C'est pour vous dire quoi? La complémentarité s'impose aujourd'hui à nous. Le débat n'est plus je vais à la CPI, je quitte la CPI. Le débat est. Là, je trouve que. On va terminer, si vous préférez, plutôt sur les défis que doit relever désormais la Cour pénale internationale. Je souhaiterais qu'on opine là-dessus pour terminer. Les faiblesses de la Cour aujourd'hui, c'est que les grandes puissances, normalement, qui doivent donner l'exemple aujourd'hui, ne sont pas partie prenante de cette Cour. Je parle des États-Unis, de la Chine, qui n'ont pas signé le statut de Rome, qui ne sont même pas présents. Et qui sont nombreux en plus qui font la loi. Cette Moi, je trouve que c'est pas normal. Si vous voulez que des pays soient des modèles, ou même soyez des modèles. Aux États-Unis, on fait ce qu'on veut. L'intervention en Irak, ça n'a jamais obéi à aucune règle. On a fait du bordel là-bas, parce qu'on sait qu'on n'est pas à la CPI. Le président Bush, tout ce qu'il a fait en Irak, est-ce qu'on avait insinué que l'autre avait développé de l'arme nucléaire? On est allé intervenir en Irak, sans mandat, avec tout ce qu'on a connu comme désordre. Mais qui s'en est occupé? Personne ne s'en est occupé. Donc je trouve que la Cour pénale internationale, c'est une justice internationale pour les pays sous tutelle, si vous me permettez, sous tutelle. Les pays qui n'ont pas une puissance économique, qui n'ont pas une surface financière assez importante, et qu'on manipule. Moi, c'est ma lecture. D'accord. Quels sont les défis actuels? Les défis pour la Cour, je constate, je suis d'accord. Mais nous n'allons pas défendre la Cour. Tout n'est pas parfait, tout n'est pas bon également à ce niveau. Problème d'efficacité, au niveau des procédures, beaucoup de problèmes se posent. Et en réalité aujourd'hui, cette Cour pouvait être plus efficace et atteindre les objectifs, n'est-ce pas, si, n'est-ce pas, elle arrivait à gagner la confiance. Il y a un problème de confiance qui se pose aujourd'hui. C'est la réalité, un problème de confiance qui se pose. Je suis d'accord qu'au niveau des Africains, la mauvaise foi de certains chefs d'État, vous êtes d'accord avec moi? Ils n'ont pas intérêt. Ils n'ont pas intérêt à ce que la Cour atteigne ses objectifs. Un instrument dissuasif, d'accord. Mais il faut que, dans les faits, nous puissions constater que les poursuites, les procédures puissent arriver, n'est-ce pas, à faire en sorte qu'il y ait une justice véritable, une justice au service de tous. Équitable, ce qui manque aujourd'hui. D'accord. Pour moi, Merci beaucoup, les défis pour la Cour, c'est pour qu'il y ait une justice équitable par rapport à l'affaire de la Côte d'Ivoire. Parce qu'on constate que ce n'est que les gens du camp Gbagbo qui sont aujourd'hui référés devant la Cour. Il y a également des actions qui ont été commises de l'autre camp aussi. Il faudrait que la Cour puisse également nous rassurer par rapport à ce temps. Je parle une fois encore du cas africain qui m'intéresse. Ce qui se passe en Colombie, en Europe, ce n'est pas mon problème. Mais je dis, nos dirigeants africains, il y en a beaucoup de gens qui sont des voyous. Mais nous sommes dans un monde où les choses s'équivalent en réalité. À nous écouter, je me rends compte que la difficulté pour les peuples africains, c'est pas que nos dirigeants ne nous protègent pas, mais c'est qu'ils ne font rien pour le faire et que les peuples africains, malheureusement, passent le temps sans comprendre ce qui se passe à supporter ces dirigeants-là. Je l'ai dit au début, lorsque mes amis n'étaient pas encore là, que tout n'est pas parfait. Mais il n'en demeure pas moins. Qu'est-ce qui n'est pas parfait selon vous? Qu'est-ce qui n'est pas bon? Ce qui n'est pas parfait, c'est que, et on l'a rappelé tout à l'heure, 3 membres sur les 5 permanents du Conseil de sécurité ne sont pas partis au statut de Rome. Ça, ce n'est pas la faute de la Cour pénale internationale. Oui, mais... Non, ça ne va pas. Où est-ce qu'on met son universalité, alors? Oui, justement, l'universalité est un but à atteindre. C'est un des défis. Nous voulons d'une Cour universelle, une Cour impartiale, une Cour juste et une Cour équitable. Mais ce qui est fait par 18 juges, ils ne sont que 18, par 18 juges aujourd'hui, redonne quand même espoir aux victimes. Parce qu'au moins, lorsque ton pays a ratifié le statut de Rome, tu as cet espoir que si au niveau national, la justice n'est pas rendue, tu as la possibilité, quel que soit le temps, parce que les crimes sont imprescriptibles devant la Cour pénale internationale, quel que soit le temps, la justice sera rendue. Et dans le cas de la Côte d'Ivoire, rassurons-nous d'une chose. Aujourd'hui, il y a un camp au pouvoir.
n'est-ce pas? Demain, il y aura un autre camp au pouvoir. Et comme les crimes sont imprescriptibles, et que la situation de la Côte d'Ivoire, les juges n'ont envoyé jusqu'en 2002, écoutez, On attend que tout. Dieu nous prête vie Oui. pour que la justice soit. D'accord, d'accord. Merci beaucoup. Et puis vous avez déjà l'autre gros défi, c'est la force, la police dont la CPI n'a pas. Ouais. Elle n'aura jamais de police Elle n'aura puisque elle dépend de la bonne coopération des États. Mais en réalité, nous devons travailler à ce que la Cour soit inactive. Je le dis avec le plus grand sérieux. Simplement, Je vous en ai mettant déjà des entendu dispositions dire qu'il faut au niveau de nos États pour juger nous-mêmes nos criminels. Je ne suis pas heureux C'est de l'idéal. voir les dirigeants africains C'est devant une l'idéal, cour mais internationale. c'est ça. Nous avons mis 20 ans pour juger Hissène Habré. Voilà. C'est notre fierté qui a fait qu'il est devenu le premier chef d'État, ancien chef d'État jugé sur le sol africain. C'est notre fierté. C'est la fierté de l'Union africaine. D'accord? Donc nous voulons en tant qu'Africains que justice se fasse sur le sol africain. Mais si déjà, au niveau national, Voyez là-bas, les politiques jouissent de l'immunité, parce que l'immunité égale à impunité, vous voulez maintenant qu'ils mettent en place des dispositions, ils ne feront pas. des juridictions Ouais. qui donnent les moyens à la justice. va être Ce n'est pas possible. D'accord. Vous demain. Merci beaucoup d'être venu d'avoir partagé ce plateau Courir rapidement alors. avec nous ce matin. Clément Capozicci, merci infiniment d'être venu. Paul, merci. C'est déjà la conclusion. Oui, c'est déjà. Tu ne nous as pas laissé conclure. Tu as dit, on conclut sur les Allez, défis. c'est déjà terminé. C'est déjà terminé. Malheureusement, je dois vous interrompre pour, va revenir sur le sujet. pour la suite de 5 sur 7 matin. C'est Mais terminé. je tiens quand même à vous dire merci. Ouais. C'est vrai, je ne suis plus dans l'activisme pour la Cour, je suis dans la recherche pour la Cour pénale internationale, sur la Cour pénale internationale, et j'ai beaucoup à apporter, j'ai beaucoup à vous apprendre. Je suis déjà heureux de savoir que les journalistes que vous êtes, les hommes des médias que vous êtes, soyez intéressés par la justice internationale, ce qui se passe autour de nous. Et je vous encourage dans ce sens à fouiller et à comprendre, sans passion, sans état d'âme, sans supposition. Merci. Et je pense que nous Nous allons encourageons aussi à relever les limites et les insuffisances également. Ça, De la Cour. Allez, merci. On y va rapidement alors. Je pense que le plus grand défi de la Cour pour les prochaines années, c'est de rendre des justices équitables pour tout le monde et puis de s'intéresser aussi aux autres continents. Ce n'est pas l'Afrique seule qui est le champ d'action de la Cour pénale internationale. Allez, on marque une courte pause. On vous retrouve pour la suite de 5 sur 7 matin. À tout à l'heure.